On peut commencer, c'est ça? Super, merci, bonjour à toutes et à tous. On va vous parler d'un sujet qui est assez générique, mais qui, vous le verrez, s'appuie sur des services spécifiques à notre structure, Propulse. Et on va vous faire un retour d'expérience avec cette belle table ronde sur comment sécuriser un projet et réussir son investissement avec nos services d'accompagnement. Je suis Dominique Seban, en charge de l'organisation et des services techniques au sein de Propulse. Et pour la vue d'ensemble de qui on est, vous avez ce slide à l'écran qui explique que d'abord on est une plateforme d'accélération en région Nouvelle-Aquitaine comme dans d'autres régions où il existe également des plateformes d'accélération. Ce projet il est parti d'un fondement national du gouvernement précisément en 2019 qui a demandé que chaque région de France se dote d'une plateforme qui accompagne les PME vers l'usine du futur. Alors vous le savez peut-être, en région Nouvelle-Aquitaine, on a la chance d'avoir depuis 2014 un programme Usine du Futur avec des parcours Usine du Futur, un programme de diagnostic qui accompagne déjà les entreprises depuis près de 10 ans et qui à ce jour a accompagné plus de 1300 entreprises. Notre projet plateforme régionale consistait donc à faire le continuum avec ce qui existait en région. Et donc on a créé un projet qui s'appuie sur un certain nombre de services dont on va vous parler juste après. Retenez simplement qu'on a été une des plateformes labellisées par l'État en juin 2021, qu'on a un statut associatif et que notre bureau est essentiellement composé d'industriels, notre conseil d'administration également, et qu'on est bien évidemment soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, qu'on remercie chaque année de nous soutenir, mais également par l'État, puisque ce projet, je vous le disais, est parti d'un fondement national. Alors très rapidement, on travaille avec les prescripteurs de la région. Un prescripteur, ce sont soit des référents Unifutur, donc des chargés de mission qui sont en charge d'accompagner et de suivre des entreprises qui sortent du diagnostic Unifutur, ou tous les chargés de mission de la région, que ce soit ceux du conseil régional, de la CCI, ou de l'agence, et tout un tas de prescripteurs dont peuvent être les centres technologiques, par exemple, dont certains sont présents à cette table ronde. On a signé un contrat et une convention de partenariat avec les 4 centres technologiques majeurs en France, que sont le CEA, le CETIM, Technalia et Compositadour, puisqu'on a une structure avant tout partenariale. On s'appuie sur des ressources et des compétences existantes qu'on mobilise sur nos projets. Et puis, vous le voyez, en 2024, on a accompagné 60 entreprises, 80% sont des PME. Une PME chez nous, elle est donc plutôt industrielle ou de service à l'industrie, et elle a une taille à peu près de 50 personnes, d'accord, pour notre tissu industriel local. On a environ 90 clients à ce jour. On travaille avec tout un tas d'autres partenaires en dehors de ces centres technologiques du premier rang, que sont les pôles de compétitivité, les clusters, les centres de ressources, les plateformes technologiques, mais également 300 offreurs de solutions et 120 consultants référencés par Propulse, dont on connaît leurs valeurs et leurs compétences sur l'ensemble des thématiques qui sont concernées par le référentiel de l'usine du futur. Alors, notre mission, si je devais l'illustrer, je l'illustrerais de cette façon, c'est de rendre plus accessibles les moyens et les compétences du territoire pour faciliter une entreprise lorsqu'elle a à mettre en œuvre un projet de modernisation et identifier, parce que vous avez à droite, parmi l'offre du territoire, où sont les offreurs de solutions, à quel dispositif d'aide on peut avoir accès, quels sont les centres de ressources qui peuvent m'aider à dérisquer un projet, où sont les offreurs publics ou privés, les intégrateurs et les consultants de la région qui peuvent accompagner un projet. Voilà. Nous, on est au milieu, en essayant de répondre modestement aux questions que se posent les industriels en tant que tiers de confiance pour aider un peu comme une boussole à l'entreprise à s'orienter dans ce paysage parfois un peu complexe de tout un tas d'acteurs qui peuvent intervenir sur un projet de modernisation.
On sait accompagner un projet de bout en bout, beaucoup avec la l'acculturation, de la mise en relation, mais aussi de l'accompagnement, vous le verrez tout de suite après. Alors, vous avez très rapidement, puisque ce n'est pas le sujet, l'offre de services de Propulse, qui, comme vous le voyez, s'organise autour de 5 thématiques. L'orientation, on aide les entreprises à trouver le bon dispositif d'aide, le bon dispositif d'accompagnement. On met en relation simplement les entreprises avec des offreurs, des prestataires, des centres technologiques, mais également on sait faire des consultations larges auprès d'offreurs de solutions lorsqu'on nous donne ou on nous confie une expression de besoin pour envoyer à 10, 15 intégrateurs un besoin, analyser un peu les retours, collecter les réponses et aider l'entreprise à choisir parmi ces intégrateurs. On sait aussi mener des actions d'acculturation. Vous le voyez, on a beaucoup de journées qui sont organisées avec nos partenaires technologiques pour présenter des démonstrateurs, que ce soit des démonstrateurs physiques en Nouvelle-Aquitaine ou distants, que l'on sait présenter au travers d'un casque de réalité augmentée, par exemple, et une connexion Visio Teams, quel que soit l'endroit où se situe le démonstrateur. On sait aussi organiser des journées thématiques. Et puis, vous le voyez, en matière d'accompagnement, on va en parler puisque c'est l'objet de la table ronde. On a une mission de qualification, sécurisation des besoins et d'études de faisabilité que je ne vais pas détailler puisque c'est l'objet de cette présentation. On sait également, comme les offreurs, consulter des prestataires de services lorsqu'on nous demande de trouver un consultant expert dans un domaine. Et puis, on a des services d'aide à la rédaction de cahier des charges, d'aide au choix, j'en parlais tout à l'heure, comme par exemple d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre sur un projet. Parfois, les entreprises n'ont pas le temps de s'occuper des projets, d'animer les réunions, de figer les plans d'action et de suivre les plannings. On a une mission aussi d'animation qui consiste à accompagner possiblement le changement sur des projets lorsqu'on a ce genre de difficultés dans les mises en œuvre des projets de modernisation. Et puis vous le voyez, animation de réseau et puis évaluation d'offreurs et de suivi de la satisfaction de nos entreprises. Alors, très rapidement, comment sécuriser son projet dès lors qu'une entreprise détecte une opportunité de lancer un projet en interne, que ce soit un projet qui permette, par exemple, de répondre à une demande client. Il faut augmenter les cadences, on va essayer d'automatiser, de robotiser, ou de développer tout simplement un nouveau produit, développer un nouveau marché, innover par exemple sur une technologie, innover dans l'organisation de l'entreprise. On peut avoir une opportunité d'améliorer la performance de mon outil de production en m'attachant à réduire les coûts de ma production. Je peux aussi avoir l'opportunité de sécuriser un investissement parce que j'ai nécessairement engagé un financement long, que j'ai un soutien ou pas, mais en tout cas un financement qui nécessitera de vérifier si j'ai une capacité de remboursement et d'amortissement de mon investissement sur la durée. Je peux avoir également une étude d'opportunité à faire parce que j'ai besoin de changer de métier, de travailler sur des nouveaux métiers parce que je suis sujet à la conjoncture économique et qu'il faut que je rebondisse ou que certaines entreprises, malheureusement, pour survivre, changent de métier ou de pratique. Et puis enfin, je peux vouloir lancer des projets qui améliorent tout simplement la qualité de vie au travail ou l'optimisation un peu de ma productivité, optimisation des stocks ou optimisation de l'organisation. En tout cas, toutes les bonnes raisons qui me poussent à mener une étude d'opportunité. Notre intervention se situe dans ces domaines. On va le présenter avec un retour d'expérience tout de suite après. On va faire intervenir dans l'entreprise un expert du sujet, de la thématique, du métier de l'entreprise, pour analyser d'abord l'existant. Analyser l'existant, c'est analyser la situation actuelle, regarder les postes de travail. Finalement, si je devais résumer, analyser la véracité du besoin. Parfois, cet œil extérieur est extrêmement utile. Mais on va également analyser la cible que convoite l'industriel. La cible en termes de gain de productivité, gain de méthode de travail, ou pourquoi pas gain en termes de déploiement d'un nouvel outil. Et puis,
on va regarder la notion de business model ou de business plan, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à rentabiliser le projet dont on nous parle. Quel est le retour sur investissement? On va challenger le modèle économique et vérifier la capacité de financement de l'entreprise. Et enfin, rédiger une expression de besoin qui va valider ou compléter l'expression du besoin de l'entreprise, décrire un certain nombre d'exigences, identifier les contraintes et pourquoi pas orienter vers la nécessité de mener une étude de faisabilité avant d'acheter. Et donc, pour ce faire, je vais donner la parole à Stéphane Bétrancourt, des Arts et Métiers, qui est un des experts qui est intervenu sur nos missions. Et vous avez à l'écran le contexte du service de Propulse. Et je donne la parole à Stéphane. Alors Stéphane, en 2 mots d'abord, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et puis la fonction que tu occupes au sein de l'ENSAM pour ensuite parler de cette intervention? Bonjour à toutes et oui, Bonjour à toutes et tous. Je suis ingénieur en génie mécanique avec 25 ans d'expérience dans l'industrie, principalement automobile. J'occupe depuis fin d'année dernière le poste d'adjoint du délégué régional au sein d'Amvalor, qui est la filiale de valorisation du groupe ENSAM. Alors, l'intervention pour laquelle on vous a, les arts et métiers, mobilisés, elle consistait en quoi chez un client qui avait quel type de besoin? Alors, il avait un besoin d'automatisation de certaines étapes de sa ligne de production, puisqu'il était confronté à un besoin de monter en cadence. Il doublait sur un de ses produits phares, il devait doubler sa production, sa capacité sur 6 mois. Et comme le besoin n'était pas forcément très très bien défini, je suis intervenu pour identifier et consolider un petit peu ce qui étaient ses attentes. Il y avait aussi une thématique sur de la simulation, donc ça mélangeait un peu de l'IA, de la capitalisation, de l'automatisation, du contrôle qualité. Donc l'idée, c'était un peu de s'assurer, de sentir un peu dans cette entreprise quel était le niveau de maturité par rapport à ce besoin qui avait été exprimé et de conforter un petit peu les pistes d'amélioration et de progrès. Donc c'était une intervention d'une demi-journée, je crois, et dont l'apport de valeur a été réellement de réorienter le besoin et de le requalifier en le sécurisant avec une vision un peu d'ensemble, c'est ça? C'est ça. L'idée, c'était de sentir un peu aussi par rapport à l'esprit un peu de l'entreprise, l'état d'esprit du chef d'entreprise, ses attentes en termes de retour sur investissement, échanger aussi avec les équipes de terrain, puisque bon, c'est toujours très important, c'est ce qui a été dit dans la précédente conférence, d'avoir l'adhésion un peu de tous les acteurs de l'entreprise. Donc on a pu discuter et se rendre compte un peu de ce qui était à faire. Donc moi j'ai pu découper un peu les phases et donner un rendu et requalifier le besoin de manière un peu plus crédible et dérisquée surtout. Et alors le livrable de cette intervention, c'est quoi concrètement? Alors c'est une requalification du besoin avec des vrais objectifs, que ce soit en termes techniques, mais aussi avec un cadrage économique. Et l'avantage du livrable, c'est qu'il sert de base de dialogue avec tous les offreurs de solutions potentielles, de manière à initier l'échange. Et puis surtout, ça laisse la main aux dirigeants de manière à ce qu'ils puissent rester maîtres de ses choix et de ses orientations. Propulse a eu donc une expression de besoin formalisée qui stipulait le besoin, les contraintes, l'existant et les orientations avec les risques. Un certain nombre de recommandations qui étaient faites par cette intervention d'experts qui est gratuite pour l'entreprise. Merci Stéphane. Avec plaisir. Vous le voyez, on a référencé 120 experts sur 69 thématiques que couvre le référentiel Unifutur. Dont on sait qu'ils ont des compétences sur ces thématiques, aussi bien en matière de capacité à assister une entreprise sur de la maîtrise d'œuvre que de la maîtrise d'ouvrage, que de la rédaction de spécifications techniques, de cahiers des charges. En tout cas, voilà un exemple de l'expertise chez ENSAM que l'on a mobilisé sur le sujet. Alors, à l'issue d'une opportunité identifiée, validée et confirmée par un expert, décrite avec une expression de besoin tangible. Parfois, avant de passer à la sollicitation d'un intégrateur, d'un offreur de solutions, il est possible que l'expert nous recommande de faire un test, parce qu'on n'est pas sûr que la solution est mature, parce que le cas d'usage de l'entreprise
n'a jamais été testé sur une technologie, mais ça peut être un outil, un système d'information. En tout cas, pour lever un certain nombre de verrous, il est possible de mener des études de faisabilité que l'on traite de cette façon. Lorsqu'on a des verrous d'usage, des verrous qui consistent à vérifier que l'interfaçage avec l'existant ou que l'existant en matière de mode opératoire ne permet pas de difficulté à intégrer la nouvelle technologie, eh bien, on lève un verrou, un doute possible. Idem pour des verrous techniques que parfois on rencontre sur des solutions à intégrer, qui sont des performances qui seraient limitées, dont il nous faut tester la capacité à garantir à l'industriel que les cadences, que la performance du nouvel outil va bien être conforme à l'objectif attendu. Des verrous d'innovation également. Certaines technologies, on les teste pour vérifier si elles sont matures, s'il y a du R&D à faire pour mettre au point le projet ou le produit que nous demande l'industriel, ou une réglementation tout simplement pas totalement adaptée ou contrainte aujourd'hui qui nous font faire des recommandations en matière d'existence d'un marché à plus ou moins court terme. Et pourquoi pas avoir à réaliser également une maquette fonctionnelle. C'est-à-dire une maquette qui va permettre de valider un concept qui a été imaginé, de valider les performances qu'on peut attendre de ce nouvel outil, nouveau produit. Une étude de faisabilité qui va nous permettre de spécifier le système, autrement dit de valoriser l'expression de besoin ou le cahier des charges, qui va permettre à l'intégrateur d'avoir les éléments dimensionnants pour préparer l'industrialisation de cette maquette fonctionnelle. Et puis enfin, une étude de faisabilité pour valider la décision de l'entreprise d'acheter. Et pour ce faire, on a prévu un retour d'expérience sur un de nos 4 centres techniques qui est intervenu sur une étude de faisabilité. Je donne la parole à Jean-Baptiste Pin du CEA. Merci Dominique. Il faut que je me présente peut-être en un mot. Alors, voilà, si tu peux nous expliquer qui tu es, ce que fait le CEA. Ce que fait le CEA, peut-être que tout le monde le sait. Donc, je suis Jean-Baptiste Pin, donc je suis responsable des partenariats industriels pour le CEA. Le CEA, c'est un organisme de recherche public, donc c'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, qui a été créé en 1945, qui est plutôt connu pour les aspects de la défense et tout ce qui est autour de l'énergie atomique. Mais pas que. Pendant 80 ans, en fait, le CEA a développé ce qu'on appelle chez nous des briques technologiques qui peuvent être dans le domaine du contrôle non destructif, de l'imagerie, de nouvelles technologies liées à l'environnement. Et aujourd'hui, le CEA a pour ambition de devenir un acteur essentiel dans les partenariats publics-privés, ce qui fait qu'aujourd'hui, le CEA génère à peu près 25% des partenariats publics-privés au niveau national. Et mon rôle, c'est de rencontrer les entreprises, frapper à la porte des entreprises et de voir si elles ont des besoins particuliers ou des verrous technologiques pour lesquels elles n'ont pas de solution ou elles ne trouvent pas de solution sur le marché. Et on intervient avec nos chercheurs qui sont plus de 20 000 pour essayer d'apporter des solutions et de répondre aux contraintes des industriels. Voilà, sachant que moi, personnellement, je suis dédié à la Nouvelle-Aquitaine, donc uniquement pour les entreprises de Nouvelle-Aquitaine. Et nous sommes une petite unité à Pessac d'une 30aine de personnes, si on compare à ce qui est présent au niveau du BARP avec le laser mégajoule, que vous connaissez tous, l'aspect défense. Voilà, on est une petite unité avec 3 laboratoires, imagerie, robotique et batterie nouvelle génération. Voilà, j'ai été un peu long peut-être, Dominique. Non, je pense que c'était important. Alors je crois que vous faites partie des 4 centres techniques partenaires à Propulse. En quoi consiste ce partenariat? Je crois que c'est très centré sur le dérisquage des projets. Exactement, c'est tout à fait ça. Nous avons la chance de faire partie effectivement des 4 centres technologiques. Donc, nous avons autour de la table donc, le CETIM, donc, qui a effectué une présentation là, tout à l'heure, si j'ai bien compris. Nous sommes aussi accompagnés par Compositadour et le centre technologique Technalia.
L'idée, c'est de pouvoir se réunir autour de la table quand un projet nous est présenté, et notamment quand un projet vient de la part de Propulse, et notamment de la part de Dominique, et de voir s'il y a une réelle contrainte technologique, et si nous tous autour de la table, on peut apporter une réponse à cette contrainte technologique. Alors justement, quelles sont les informations qu'on peut communiquer sur les exemples d'études de faisabilité que vous avez menées pour Propulse jusqu'ici en termes d'activités que vous avez réalisées? Alors des exemples, il y a Clément qui va en donner un tout à l'heure. C'est vrai que la majorité des exemples là, sont sous le sceau de la confidentialité, mais pour être rapide, donc évidemment, ce sont l'amélioration de process, du process industriel, le bien-être au travail, aussi le bien-être animal. Voilà. Développer des technologies qui n'existent pas. Et voilà, personnellement, moi j'accompagne beaucoup de projets dans le domaine de l'agroalimentaire quand il y a de nouvelles réglementations qui arrivent et qui imposent en fait de développer des outils qui n'existent pas encore sur le marché. Et pour ce, je fais appel à la plateforme qui est présente sur notre site de PESAC, qui est notre plateforme d'imagerie multispectrale. D'accord, donc en gros, les études de faisabilité consistent d'abord à dire si c'est faisable ou pas avec les technologies sur étagère, et si c'est faisable avec un peu de transfert technologie, qu'est-ce qu'il faut développer pour que ça fonctionne, et est-ce qu'on doit spécifier un intégrateur pour tenir les performances attendues par le client final, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Donc effectivement, il y a un travail qui est effectué en amont par Propulse, hein, un comité de préqualification. Ensuite, comme je le précisais tout à l'heure, un comité technique avec les 4 acteurs. Et ensuite, il y a cette étude de faisabilité qui est lancée avec une étude bibliographique en amont et tester quelquefois un panel de 2 ou 3 technologies. Hein. Je reprends l'exemple d'imagerie, mais ça peut être l'imagerie sonore aussi. Hein. Imagerie multispectrale, l'imagerie visible par exemple, et de voir quelle technologie peut répondre en fait à aider à lever ce verrou technologique. Et ensuite, effectivement, dans le meilleur des cas, on réussit à développer un prototype. Et dans encore le meilleur des cas, s'il est possible à l'issue de cette étude, de réaliser une sorte de cahier des charges à transférer directement à l'industriel ou à l'intégrateur de l'industriel. Et alors un petit mot pour conclure sur le process d'instruction du dossier au sein de Propulse. Je crois qu'il y a une proposition commerciale qui est établie au client final, qui est faite par Propulse. Une proposition technique qui est soumise à Propulse, et tout ça fait l'objet d'un soutien financier, je crois. C'est ça? Oui, c'est sûr. Donc l'idée, effectivement, quand l'entreprise réussit à franchir les premières étapes, notamment du comité de préqualification et de comité technique, il y a un soutien financier de l'ordre de 50% qui peut financer une POC. Alors ce qu'on appelle une POC, c'est une preuve de concept, une étude de faisabilité, qui peut aller de 10 000 à 50 000 euros ou même au-delà. Mais l'idée, c'est de pouvoir financer au moins 50% des 50 000 euros quand la preuve de concept a une cotation dans ces eaux-là. Voilà. Merci Jean-Baptiste. Avec plaisir. Je crois qu'on a la chance d'avoir un client de Propulse qui a fait l'objet d'une étude de faisabilité, réalisée d'ailleurs par le CEA. Donc Clément Gentil va nous parler. Alors d'abord, Clément Gentil, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes en 2 mots et puis ce que fait la tonnellerie Vicard? Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Clément Gentil, je suis responsable recherche et développement de la tonnellerie Vicard, située à Cognac. Bon, un métier relativement simple. Hein. Nous, il faut s'imaginer qu'on est une grande boîte, que vous avez des arbres qui rentrent à gauche et vous avez des barriques qui sortent à droite. Notre activité consiste donc à acheter ces arbres sans pouvoir les préqualifier et à faire des barriques qui doivent être micro-poreuses pour permettre la micro-oxygénation du vin ou du spiritueux, mais pas poreuses évidemment pour garantir l'étanchéité. Cette étanchéité, vous l'avez ici présente sur le cliché devant vous, elle est testée en fin de production. C'est-à-dire qu'on fait des objets et c'est seulement en fin de production que l'on sait si cet objet va être étanche. Et le but était tout simplement de préqualifier le bois en amont de notre activité,
tout simplement pour savoir s'il va être étanche ou non et le réaiguiller vers des usages secondaires que peuvent être la charpente, le bois énergie ou le pellet. Donc la problématique, si je comprends bien, c'était bien de détecter en amont sur les douelles, les morceaux de bois, on va dire, des défauts qui seraient susceptibles d'être des fuites une fois la barrique fabriquée, c'est ça ? C'est ça, c'est exactement cela. C'est-à-dire que quand on achète un arbre, on va l'acheter selon une catégorie qui va de A à D. D étant la qualité la plus médiocre, A étant du bois pour de la charpente. Nous, on n'achète que du bois A+, dit de qualité Mérin, qui vaut entre 5 500 et 6 000 euros du mètre cube. Donc vous imaginez bien que l'économie matière, qui représente un peu plus du tiers du prix de notre produit, est primordiale dans nos réflexions et surtout nos actions. Et alors pourquoi, compte tenu du fait que les technologies sont matures, le rayon X, la thermographie infrarouge, pourquoi vous n'avez pas testé des solutions du commerce, tout simplement, et vous avez fait appel à Propulse et au CEA pour expérimenter et faire une étude de faisabilité ? Alors parce que tout simplement ces technologies ne sont pas adaptées à notre métier, qui est quand même un métier certes millénaire, mais qui est quand même un métier de niche. Il nous fallait être accompagné d'un laboratoire. J'ai fait les arts et métiers, donc j'ai contacté les arts et métiers et j'ai découvert qu'ils travaillaient avec notre plus gros concurrent. Donc on a fait autrement. Et en l'occurrence, je voulais travailler avec le CEA parce que je les connaissais, je les avais identifiés comme partenaires et j'avais besoin d'avoir un tiers de confiance, premièrement pour stresser le CEA, pour avoir des résultats probants et dans des délais respectés, et deuxièmement pour s'assurer du bon suivi de projet. C'est-à-dire que Propulse, c'est un accompagnement financier peut-être, mais c'est surtout un accompagnement dans la gestion de projet. Donc si je comprends bien, cet apport de valeur, c'était ma prochaine question. Il a été important aussi bien sur le pilotage de l'étude, par un tiers de confiance, que l'intervention en centre technologique compétent, avec des moyens d'expérimentation, qui était le CEA, pour mener à bien cette étude, c'est ça ? C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, très peu d'entreprises sont dirigées par des chercheurs. En l'occurrence, la Tonnerie Vicard n'est pas dirigée par un chercheur, et on a besoin d'avoir des résultats itératifs qui montrent qu'on arrive à des solutions, à des réalisations. Et l'accompagnement de Propulse a permis aussi de rassurer le PDG de la Tonnerie Vicard. Je crois que cette étude a duré quelques semaines. Ça a permis d'accélérer votre projet de façon générale ? Alors déjà, ça nous a permis de savoir si oui ou non on pouvait déceler la porosité de notre bois. On travaille uniquement avec du chêne. C'est le cas. Donc ça a été le résultat de l'étude. Et deuxième chose, et j'empiète peut-être sur la question, je n'ai pas vu les questions, mais en tout cas, c'est tellement probant qu'on souhaite continuer à travailler avec le CEA. Et un dernier mot sur le financement de cette étude. Vous avez bénéficié de 50% de réduction de prix du coût de cette étude, du CEA, c'est ça ? Tout à fait. Donc au final, c'est quand même une plus-value. Et en plus, on vous donne de l'argent, c'est quand même fabuleux. Voilà, donc oui, enfin, en tout cas, pour nous, ça a été un très bon accompagnement. Le CEA a parfaitement compris notre problématique, notre enjeu. Il faut s'imaginer que dans la recherche aujourd'hui française, vous n'avez pas de laboratoire qui est spécialisé dans le bois, mis à part le FCBA, Nantes, Épinal et Cluny, et que ces centres ne sont pas du tout spécialisés en tonnerie. Et le CEA a rapidement compris qu'on pouvait transposer leurs techno et leurs habitudes de métier sur notre secteur d'activité. Et donc ça a été particulièrement probant, les délais ont été tenus, les réalisations ont été faites, et j'espère on va arriver à un POC sous peu. Merci Clément. Alors, un petit mot du Conseil régional qui nous donne l'opportunité de relier cette étude de faisabilité, étude d'opportunité au soutien financier que la région opère. Philippe Da Silva, oui. Qui êtes-vous et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites au Conseil régional ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je représente la direction de la performance industrielle au sein du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, région Nouvelle-Aquitaine. Peut-être quelques mots en préambule parce que j'aime bien resituer l'action, puis c'est pas forcément évident pour tout le monde de savoir ce qu'est une collectivité et puis de connaître sa mission, et j'attache de l'importance au sens de l'action sur un territoire. Donc c'est
C'est la raison de ce slide, pour rappeler qu'il s'agit d'une collectivité volontariste. Bon, je ne vais pas faire de politique, ce n'est pas l'objet, mais cette vision en matière d'accompagnement d'entreprises industrielles, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, même si dernièrement on entend parler de relocalisation, réindustrialisation, souveraineté, toutes ces thématiques-là. En Nouvelle-Aquitaine, en tous les cas, moi j'y travaille depuis une vingtaine d'années. Ça fait une vingtaine d'années qu'on essaie de contribuer, ou que la volonté en tous les cas est de contribuer à préserver du savoir-faire industriel, des compétences sur les territoires, etc., pour essayer de lutter contre les délocalisations et pour faire en sorte de contribuer aussi à de l'ancrage territorial. Donc, une collectivité qui est dotée d'une compétence en matière de développement économique, avec la volonté d'accompagner les entreprises industrielles et plus particulièrement celles qui dépendent des filières d'excellence. On pourra en citer une vingtaine. J'ai repris quelques exemples de secteurs d'activité: l'aéronautique spatiale défense, bois, papier, chimie, pharmacie, cosmétique, IA, mais c'est bien évidemment loin d'être exhaustif. Tout à l'heure, je parlais de sens à l'action régionale. Ça ne sort pas de son chapeau non plus. C'est la volonté d'avoir une ligne directrice qui découle d'une stratégie régionale, donc avec une feuille de route Néoterra. Bon, vous retrouverez des informations sur le site internet de la région. Un schéma régional de développement économique, d'innovation, d'internationalisation des entreprises, décliné en règlement d'intervention. Donc, en gros, il y a une stratégie régionale dont la vocation est d'essayer de devenir la première région, ou de contribuer à devenir la première région éco-responsable à horizon 2030. Donc c'est d'accompagner, pour y parvenir, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transition et d'accompagner les entreprises. On n'est pas dans une logique de one-shot, c'est réellement d'essayer tout à l'heure on parlait d'écoute active, de lutter contre les freins au changement au sein d'une entreprise, mais ça peut être valable aussi au sein d'une collectivité régionale. Et puis, c'est d'y contribuer à travers des accompagnements individuels et à travers des démarches plus structurantes, collectives. J'ai repris l'exemple des accélérateurs de Transition 360, de l'usine du futur, de 360 Export. Et je le dis de temps en temps, mais ça n'engage que moi, la région ne fait pas tout toute seule avec ses petits bras musclés. Ça s'inscrit dans un écosystème. On l'a vu à travers cette table ronde, on le voit, il y a de la compétence sur le territoire. À travers les autres tables rondes, il y a de la compétence et on essaie d'œuvrer avec, ça peut être les services de l'État, des organismes publics, parapublics, les consulaires, j'en passe et des meilleurs, d'essayer de contribuer à fortifier le territoire néo-aquitain et son tissu industriel. J'avais une question, moi, de savoir, au fond, quel est l'intérêt pour un financeur de soutenir un projet d'investissement, par exemple, dont le sujet a fait l'objet d'une étude de faisabilité, d'un POC préalable, avant d'investir? Donc pour nous, pour le dire de façon simple et pour aller à l'essentiel, c'est réellement de sécuriser la décision d'investissement. Donc on l'a vu à travers ce qui a été, à travers l'échange qui m'a précédé, c'est d'arriver à caractériser le besoin, d'essayer d'identifier là où les solutions qui seraient les plus adaptées, et puis en recourant aux compétences, aux centres techno, aux offreurs de solutions, aux intégrateurs, etc., en essayant de recourir à l'écosystème. Et on essaie d'attacher, on y veille, mais on attache de l'importance à ce que, parce que parfois les dirigeants occultent le fait qu'il y a de la compétence à proximité et vont chercher de la compétence parfois au-delà du territoire régional, au-delà du territoire national, etc. Donc c'est hyper important pour nous d'avoir une démarche qui ait fait l'objet d'études de faisabilité. Ça permet de sécuriser l'investissement, mais pas que pour la région. Ça peut être le cas aussi pour des financeurs, et s'assurer que le besoin de l'entreprise soit pleinement pris en compte, parce que parfois il peut arriver qu'un fournisseur arrive avec sa solution sur étagère sans réellement prendre en compte le besoin, donc prendre le temps de la réflexion. Et je l'illustrerai, parce que tout à l'heure, lors de la table ronde précédente, sur des sujets numériques, on évoquait un taux d'échec de 70% des projets. Donc, dans le cadre du programme régional Usines du futur,
on s'est rendu compte également que les entreprises étaient dotées de RP, mais qui souvent étaient mal paramétrées. Alors, se balader à côté des fichiers Excel, etc. Donc voilà, c'est un produit ou une solution pensée pour le besoin de l'entreprise et qui puisse être sécurisée dans la prise de décision de l'entreprise, de la collectivité. Et une fois qu'on a tous ces éléments-là, merci Dominique sur le slide d'après, c'est essayer d'utiliser les moyens financiers qui sont ceux de la région, mais pas que. Et là, je n'ai pas voulu faire rentrer dans le détail, parce qu'après, ce qui va être important pour nous, c'était le slide d'avant, mais ne reviens pas en arrière, Dominique. Ce qui est important pour nous, je parlais de stratégie régionale, ce qui est déterminant quand on échange avec les dirigeants d'entreprise, parce que notre métier aussi, de mon point de vue, c'est avant tout ça, c'est de l'écoute. Écouter le dirigeant, écouter sa problématique, son besoin, avoir une vision assez précise de sa stratégie globale, de sa stratégie d'investissement. Et au vu de ces éléments, ensuite, c'est le travail d'ingénierie qui peut être celui de la région, mais d'autres partenaires aussi. C'est de voir concrètement, en fonction du projet, quels moyens financiers mobiliser au vu des thématiques. Alors j'en ai repris quelques-unes, hein. C'est de l'innovation design, c'est de la transformation numérique, des investissements productifs plus classiques, du développement à l'international, du conseil, du recrutement, bon, même si ces deux derniers sont un petit peu moins prépondérants aujourd'hui pour nous. Donc la volonté régionale est essentiellement d'aller sur l'innovation, la transformation et des investissements. Donc voilà, ça se fait aujourd'hui essentiellement sous forme de subventions. Et dans le travail d'ingénierie, ce que l'on essaie de faire, c'est non seulement de mobiliser les outils régionaux, du conseil régional, mais c'est de regarder aussi, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'écosystème, mais c'est de regarder en lien avec des partenaires quelles sont les autres sources de financement mobilisables qui soient le plus adaptées aux besoins de l'entreprise et de son projet. Voilà. Merci Philippe. Je crois qu'on a terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a peut-être quelques minutes de plus. Je vous en prie. Bonjour, Francis Prévost, porteur d'un projet de création d'entreprises innovantes dans le milieu du vin. Voilà, en fait, j'ai vu que vous aviez effectivement, vous accompagniez la R&D avec le POG et qu'effectivement, il y a 50% d'accompagnement, de financement. Par contre, vous n'avez pas trop mis en avant l'aspect marché. Est-ce que c'est un élément que vous prenez en compte également, ou parce qu'en fait, il ne suffit pas d'avoir une technologie qui fonctionne, il faut quand même aussi pouvoir la vendre. Est-ce que vous avez des réponses à me donner à ce sujet? Philippe, peut-être dans la décision d'accompagnement qui est prise, l'approche marché est prise en compte en tant que telle. Si votre question, c'est de soutenir l'étude de marché, je ne sais pas si c'est ça votre question. Oui, entre autres, mais enfin, c'est surtout que, en fait, moi, je voyais la notion de 50% du POC, donc automatiquement, il faut que je mette 50%. Donc, oui. Qu'est-ce que je dois mettre en plus pour, je dirais pas, pour que mon projet soit globalement financé, voire finançable. Donc, c'est pour savoir, c'est juste, est-ce que vous prenez en compte justement les éléments du marché, c'est-à-dire peut-être la notion du marketing et notamment, voilà, est-ce que ce produit va être vendu parce que là, en fait, vous parlez de la R&D, mais bon, voilà, ça suffit pas. Voilà, c'est ça que je veux dire. Non, on est d'accord. Donc ça, c'est encore une fois, c'est plus dans la décision, c'est dans l'ingénierie, dans l'instruction des projets qui sont faits, parce qu'on le voit aussi régulièrement. Vous avez, et d'ailleurs, ça m'interpelle. On voit parfois des entreprises ou des startups, etc., qui viennent voir la région pour bénéficier d'une étude en matière d'intelligence économique pour s'interroger sur le marché. On prend le problème à l'envers, c'est-à-dire que le produit ou la solution, elle doit répondre à un besoin. On ne crée pas la solution ou l'offre sans avoir tenu compte du marché. Si c'est votre question, oui, bien évidemment. C'est un tout. Quand je parlais d'examiner la stratégie de développement de l'entreprise, la dimension commerciale est partie intégrante. Oui. Voilà, c'était exactement la réponse que je voulais faire. On part d'un existant dont la véracité du marché n'est pas remise en cause. Voilà. Par contre, on va travailler sur un produit et on peut donner des recommandations sur l'adaptation du produit au marché, mais on ne va pas soutenir, et puis je crois que l'aide au conseil peut servir à ça, on ne va pas soutenir une étude de marché au sens tel,
propre du terme. Vous avez d'autres questions? Bon, eh bien, on vous remercie pour votre attention.